Pour aborder la question du pH, il faut savoir ce que c'est que l'eau. Alors évidemment, tout le monde sait ce que c'est que l'eau. C'est une substance qui est liquide dans des conditions normales et qui est composée de une part d'oxygène pour deux parts d'hydrogène. Quand on réduit ces parts à la plus simple expression, on peut parler d'atomes, donc on aura un atome d'oxygène pour deux atomes d'hydrogène. Nous avons dessiné ici ces trois atomes, l'oxygène avec ses deux paires et ses deux célibataires, et les hydrogènes, chacun avec un atome, un électron célibataire. Les électrons célibataires se rejoignent pour former des paires, ils s'apparient, des paires liantes qu'on appelle des liaisons covalentes. Et donc nous avons ici la molécule d'eau, H2O, avec HOH qui forme un coude. Ce n'est pas une molécule linéaire, c'est une molécule qui est coudée. L'angle entre les liaisons HO et H est d'environ 144 degrés et nous voyons ici la molécule d'eau sous toutes ses coutures. Dans un modèle qui est un petit peu différent, on appelle ce modèle le modèle boule-bâton avec l'atome d'oxygène conventionnellement en rouge et les atomes d'hydrogène en blanc. Les atomes d'hydrogène et d'oxygène de deux molécules sont faits pour se relier par des petites liaisons qu'on appelle des liaisons hydrogènes, qui ne sont pas des liaisons covalentes, mais qui font que les molécules d'eau s'accrochent les unes aux autres de façon légère. Et ça donne une structure à l'eau. Alors nous avons eu ici une animation qui part de la glace pour aller jusqu'à la vapeur d'eau. Et on voit ces molécules qui sont retenues les unes aux autres par des liaisons qui, au fur et à mesure de l'augmentation de l'énergie, c'est-à-dire de la température, vont se défaire. Là, nous avons un modèle un petit peu plus sérieux de ce que peut être la substance de l'eau. Et il n'est pas étonnant que certains parlent d'une structure de l'eau, voire de l'eau comme d'un polymère, ou qui parlent aussi, pour certains autres, de mémoire de l'eau. Ça pourrait s'expliquer par les structures internes de l'eau. Revenons à notre molécule d'eau. Il n'est pas suffisant de dessiner des liaisons covalentes pour décrire complètement la molécule d'eau et nous allons maintenant enrichir ce modèle. Comme l'atome d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, il se forme des covalences polarisées avec une polarisation delta+ sur l'hydrogène, delta- sur l'oxygène. Donc on voit que la molécule est globalement polarisée avec une zone delta- du côté de l'oxygène et une zone delta+ du côté des hydrogènes. En fait, les paires d'électrons de l'oxygène pointent plutôt dans des directions qui sont opposées aux liaisons oxygène-hydrogène. Donc cette représentation est meilleure que la représentation précédente. Nous observons ici un modèle en 3 dimensions qu'on appelle un modèle avec les orbitales hybridées. Alors on voit l'atome d'oxygène qui est entouré de 4 paires d'électrons. 2 paires sont liantes vis-à-vis des atomes d'hydrogène et 2 paires sont non liantes. Ce sont les 2 paires avec les delta- qui pointent dans des directions opposées. L'ensemble est inscrit dans un tétraèdre. Le tétraèdre est un solide régulier formé de 4 triangles équilatéraux. Pour la suite, nous allons simplifier notre modèle. Nous représenterons simplement les atomes avec les liaisons et les 2 paires de l'oxygène, sans nous inquiéter de la polarisation, sachant que les 2 paires qui pointent vers l'extérieur sont légèrement polarisées négativement et les 2 hydrogènes sont légèrement polarisés positivement. Lorsqu'on dissout un acide dans l'eau, il va libérer la particule H+. H+, qui est extrêmement réactif et qui va se faire attaquer par une des paires de l'oxygène. Il se forme une particule acide de formule H3O+, qui est donc la combinaison entre H2O et H+. Ce sera la forme acide de l'eau et on appelle ça le cation hydronium. C'est le cation hydronium qui interviendra directement dans les phénomènes acide-base. Si une base est présente dans l'eau,
base représentée ici sous la forme d'une charge négative, un hydrogène peut se détacher de la molécule d'eau pour rejoindre cette charge négative. Donc il peut y avoir un arrachement, ce qui fait qu'il ne restera qu'un seul hydrogène sur la molécule. L'hydrogène étant parti, il reste la liaison hydrogène-oxygène qui était là précédemment et qui représente deux électrons sans la présence de la charge plus du noyau de l'hydrogène. Donc, il reste une charge moins sur cette molécule d'eau qui a été déshydrogénée. L'eau devient donc une particule basique dont la formule est OH- et qu'on appelle l'anion hydroxyle. C'est cet anion hydroxyle qui réagira avec le cation hydronium dans les phénomènes acide-base. Avant de parler du phénomène de neutralisation où H3O+, hydronium réagit avec OH-, hydroxyle, pour former deux molécules d'eau, parlons du phénomène inverse qui existe naturellement dans l'eau. L'eau est capable de se dissocier elle-même, c'est-à-dire pour une molécule de lâcher un hydrogène plus et pour l'autre molécule de capter cet hydrogène plus. On appelle ça l'autoprotolyse. Ce phénomène est assez rare, il se produit à raison de 1 contre 55 millions. C'est un phénomène dynamique. Puisque l'eau est capable d'engendrer une particule acide et une particule basique, elle a donc les deux propriétés. Elle est à la fois acide et basique. On appelle cela un ampholyte. La nature de l'eau est donc intimement liée à l'acidité et à la basicité. À cause du rapport très élevé entre les molécules associées et les molécules dissociées, nous avons un déplacement de l'équilibre à gauche de la réaction, parce qu'il y a beaucoup plus de molécules d'eau qui sont non dissociées que de molécules qui sont dissociées. La réaction classique de neutralisation consiste à mettre en présence un acide et une base. Alors nous avons l'acide dans le récipient de gauche qui est formé par la dissolution d'acide chlorhydrique HCl dans l'eau. Lorsque l'acide chlorhydrique se dissout dans l'eau, il forme H+, et vous voyez en parenthèse c'est marqué AQ, H+, aqueux. Ça veut dire que H+, a réagi avec l'eau pour former H3O+. Dans le deuxième récipient, nous avons l'hydroxyde de sodium, NaOH, qui se dissocie Na+OH-. Donc nous avons deux récipients, l'un avec H3O+, et l'autre avec OH-. Nous mélangeons les deux liquides, les deux solutions, et nous allons voir que H+ et OH- réagissent pour former H2O. De même, Na+ et Cl- réagissent pour former NaCl. Intéressons-nous à cette réaction sans le contexte acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium. Il nous reste donc H3O+, et OH- qui donnent deux molécules d'eau. Remarquez que la réaction ici est écrite en sens inverse par rapport à celle que nous avions tout à l'heure concernant l'autoprotolyse, et nous n'avons pas dessiné la flèche qui va en sens inverse, celle qui va vers la gauche, parce que elle est tellement petite par rapport à la flèche qui va vers la droite qu'on va considérer que cette réaction est totalement irréversible, où l'équilibre est totalement déplacé à droite. Acide et base vont donc donner exclusivement de l'eau à raison de 55 millions d'eau contre 1 de acide et de base. S'il y a plus de particules acides, H3O+, que de particules OH-, eh bien, le résultat sera que l'eau de la solution mélangée restera acide à cause de cet excès initial. Inversement, s'il y a plus de particules hydroxyles OH- que de particules acides, la solution mélangée sera elle-même basique.
En raison de cette disproportion entre H3O+ et H2O dans l'eau naturelle, eh bien, on peut calculer la concentration naturelle de H3O+. Calcul que nous ne faisons pas ici, nous présentons simplement le résultat. La concentration naturelle de H3O+ dans l'eau pure est de 10 puissance moins 7 mol par litre. Puisque dans l'eau naturelle il y a autant de OH- que de H3O+, la concentration des hydroxyles sera elle aussi de 10 puissance moins 7 mol par litre. Rappelons ici la réaction de dissociation de l'eau et écrivons cette équation 2H2O en équilibre avec H3O+ et OH- parce que nous en avons besoin pour calculer la constante. La constante d'équilibre s'obtient en divisant le produit arithmétique des concentrations des produits de la réaction par le produit arithmétique des concentrations des réactifs. Ici, le réactif, c'est l'eau, il y a deux molécules, donc c'est la concentration de l'eau fois la concentration de l'eau, ce qui veut dire qu'elle est au carré, et elle est au dénominateur, et au numérateur, on a donc la concentration de l'hydronium multiplié par la concentration de l'hydroxyle. Dans la mesure où une solution peut être acide ou basique, suivant que l'on a rajouté de l'acide ou de la base, la concentration de H3O+ et de OH- peuvent varier, ne sont pas constantes. Mais la concentration du solvant, qui est l'eau, ne variera jamais parce qu'elle est toujours en très grand excès par rapport à la concentration des deux produits. On peut donc extraire du dénominateur la concentration de l'eau au carré, qui est une constante, et la multiplier par la constante K. On obtient ainsi une nouvelle constante K', qui est K fois la concentration de l'eau au carré, et qui donc correspond au produit des concentrations des deux produits de la réaction. K' étant le produit de deux constantes, est elle-même une constante. Si nous prenons les concentrations naturelles de H3O+ et de OH- dans l'eau, qui valent 10-7 mol par litre, ça nous donne 10 puissance moins 14 pour la valeur de K'. Cette expression peut être simplifiée, et nous avons donc concentration de H3O+, multiplié par concentration de OH- vaut 10 puissance moins 14. Et ceci est valable pour l'eau naturelle, où les deux concentrations sont à 10 puissance moins 7 mol par litre, mais aussi pour n'importe quelle solution aqueuse, où l'on aura artificiellement modifié la concentration de H3O+ et de OH- ou de OH-. Ce qui veut dire que si on modifie H3O+, OH- va être modifié en conséquence et inversement. Si on dissout un acide dans l'eau, on augmente artificiellement la concentration de H3O+, donc OH- va diminuer. Si on dissout une base dans l'eau, par exemple une base hydroxyde, eh bien c'est la concentration des hydroxyles qui va augmenter et donc la concentration des H3O+ va diminuer. On peut donc connaître la concentration de H3O+ à partir de la concentration de la base, OH-. Inversement, on peut connaître la concentration des OH- si on connaît la concentration de H3O+ en solution. Nous avons donc deux configurations possibles, mais dans tous les cas, nous n'observons qu'une des deux particules, c'est-à-dire H3O+. Si H3O+ est plus lourd, c'est-à-dire si nous voyons que, en observant la moitié de la balance, le plateau penche du côté de H3O+, nous savons que la solution est acide parce que OH- est plus léger. En revanche, si le plateau H3O+ est plus élevé, parce que la balance penche de l'autre côté, du côté de OH-, cela signifie que la solution est basique, parce que c'est OH- qui est plus lourd. Il suffit donc de n'observer qu'une seule des deux particules,
en l'occurrence H3O+, pour être parfaitement renseigné sur la nature acide ou basique de la solution. Et c'est l'idée générale de la mesure du pH, c'est de ne mesurer que la concentration de H3O+, et de traduire cette concentration en un chiffre simple. Pour rendre compte de l'acidité ou de la basicité de la solution, on a inventé une échelle qui s'appelle l'échelle du pH. Cette échelle varie entre 0 et 14. Dans les faits, elle peut aller de -1 à 15, donc c'est pas trop un problème. Mais 0 et 14 sont les chiffres qui contiennent le plus grand nombre de cas observés et mesurés. Lorsque nous avons des valeurs comprises entre 0 et 6, nous avons une solution acide. Lorsque nous avons des valeurs comprises entre 8 et 14, nous avons une solution basique. Lorsque la valeur est de 7, la solution n'est ni acide ni basique, elle est neutre. Cette échelle très simple permet de rendre compte de tous les degrés d'acidité ou de basicité. Voici quelques exemples de solutions acides et basiques de la vie courante. Nous avons toute la gamme des substances qui va du pH 0 au pH 14. Partons de l'eau qui a un pH de 7 et descendons dans la gamme acide. Nous trouvons au pH 6 le lait, très légèrement acide, puis le café à pH 5, la tomate à pH 4, le vinaigre à pH 3. Entre 3 et 4, les vins, le citron à pH 2, le liquide stomacal, le suc stomacal à pH 1 et les acides de batterie de voiture à pH 0. Dans la gamme basique, légèrement au-dessus de 7, entre 7 et 8, le sang, à 9, le bicarbonate, qui est un produit d'usage courant pour le nettoyage, à 10, les antacides qui servent à neutraliser l'excès d'acidité gastrique, à 11, l'ammoniac qui est un produit industriel et un produit chimique très courant, à 12, certains savons, à 13, l'eau de Javel, et à 14, par exemple, le nettoyant pour four ou bien les liquides pour déboucher les tuyaux bouchés. Dans les extrêmes se trouvent les produits caustiques, c'est-à-dire ceux qui sont dangereux, pH 0, 1 et pH 12, 13, 14. De façon générale, on a toujours tendance à penser que l'acide est plus dangereux que la base. Il n'en est rien. Pour ce qui est du corps humain, les bases sont plus dangereuses que les acides. Donc il faut faire très attention avec les produits à pH 13 et 14. Il faut bien se protéger la peau et les yeux. Comment obtient-on cette échelle du pH entre 0 et 14 à partir des concentrations possibles de H3O+. Si nous partons du principe que les concentrations de H3O+, sont rarement supérieures à 1 mol par litre, donc 10 puissance 0 mol par litre, bien, il suffit d'extraire l'exposant de la concentration avec l'inversion de son signe, puisque une concentration plus faible que 10 puissance 0, par exemple un dixième de 10 puissance 0, donc de 1 molaire, sera de 0,1 molaire ou bien de 10 moins 1 molaire. Il suffit d'extraire ce 1 de 10 puissance moins 1 pour avoir le pH. Donc on voit que pour un pH neutre, par exemple, H3O+ est à 10 puissance moins 7 mol par litre, le pH est de 7. Pour un pH basique, H3O+ serait très faible, par exemple 10 puissance moins 11 mol par litre, et donc le pH est de 11. Pour obtenir le pH, il suffit donc d'extraire l'exposant de la concentration exprimée en puissance de 10 et de changer son signe. Pour extraire l'exposant d'une puissance de 10, il faut appliquer une fonction qui s'appelle le logarithme.
Et pour se débarrasser du signe négatif de l'exposant, il suffit de prendre la valeur opposée du logarithme. Donc finalement, si on veut obtenir le pH, on prend l'opposé du logarithme qu'on écrit moins log. C'est une fonction mathématique qu'on va trouver sur la machine à calculer. On arrive donc à la définition du pH. Le pH, c'est moins le logarithme de la concentration des ions H3O+, dans une solution. Et c'est ce que fait le pH-mètre lorsque il va mesurer. Il va observer la concentration des H3O+, et traduire ça dans un chiffre qui sera moins le log de cette concentration et qu'il affichera sur son affichage digital.